Amel Boubacar, comment vous voyez, vous, après 2 ans, cette question du débouché politique du Hirak? Bon, je pense qu'en fait, il faut revenir bien avant le Hirak. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent et donc je vais essayer peut-être de mettre l'accent sur des théories, sur des concepts, tout en essayant aussi d'être intéressante pour ceux qui sont plus familiers du Hirak et de parler des derniers développements. En fait, il faut revenir à 92, c'est-à-dire 92, donc arrêt du processus électoral par l'armée, c'est le blocage du politique et c'est finalement l'annulation des règles officielles du conflit politique en l'occurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 92, quand l'armée dit il n'y aura plus de partis politiques où il n'y aura que des présidents qui seront sous notre tutelle et qui nous permettront de diriger derrière cette façade civile, eh bien, ça bloque forcément et la participation politique partisane, mais ça bloque aussi l'intérêt politique des Algériens à travers les institutions officielles. C'est-à-dire que quand l'État est privatisé par le régime, quand c'est un président qui représente les intérêts d'un conglomérat de généraux à travers l'utilisation des institutions, et bien cette utilisation des institutions, en fait, elle est nulle et non avenue. Et alors, en Algérie, ce qui est important, et je crois que le cas algérien est intéressant parce qu'il nous amène à repenser ce que veut dire en sciences politiques, en sociologie, la question du changement, la question de l'État et la question de l'action collective dans les mouvements sociaux. Alors, ce qui s'est passé en Algérie, c'est que on a parlé souvent d'un modèle semi-autoritaire dans la science politique, un modèle semi-autoritaire ou démocratie de façade ou autocratie libéralisante. Il y a plusieurs concepts comme ça que les étudiants peuvent retrouver. Eh bien, c'est l'idée finalement qu'effectivement, on est dans un régime autoritaire, mais on a des instruments qui sont utilisés pour donner un sentiment de pluralisme. Donc, on a plusieurs partis politiques, on a des élections à échéance régulière, on a un président donc, qui est censé être un président civil, on a une presse qui existe et qui est multiple, mais tous ces outils, en fait, ces outils officiels, ces structures officielles qui appartiennent ou qui sont censées appartenir au paysage démocratique n'ont aucun impact sur la gouvernance du régime et notamment sur son utilisation informelle des institutions. Alors ça, c'est très important à comprendre pour comprendre ce qu'était l'Algérie. Et puis, un deuxième point aussi qui est important à comprendre et qui va m'amener à commenter l'émergence du Hirak, c'est qu'on a souvent cru que ces modèles semi-autoritaristes étaient très stables. Hein, c'était vraiment la panacée pour pouvoir être non pas une dictature totale et risquer de se faire renverser par une révolution massive, etc. Donc, c'est laisser des espaces de liberté plus ou moins convaincants aux citoyens. Et ça permet aussi de ne pas perdre la main sur les institutions. Et donc, on a souvent cru que ce modèle était stable. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte avec l'Algérie, c'est que ce modèle, comme l'a exposé aussi Louisa, porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils qui ont aidé l'armée à sortir de la guerre civile et à survivre à la guerre civile, qui était quand même une interrogation profonde aussi de la répartition du pouvoir et des richesses par le commandement militaire, par des moyens tout à fait condamnables aussi comme le terrorisme, mais ce qui était au cœur, c'était cette interrogation de cette monopolisation des ressources symboliques, culturelles, économiques, etc., institutionnelles. Et donc, ces outils-là, comme l'a souligné Louisa, qui ont aidé l'armée à survivre à la guerre civile, comme le fait d'avoir un président civile, comme le fait d'avoir des élections pluralistes, comme le fait de coopter des partis, eh bien, de redistribuer la rente aussi, eh bien, ces outils-là ont détruit le régime de l'intérieur. Alors, comment ils ont détruit le régime de l'intérieur? D'abord, la redistribution de la rente, elle a créé plus de réseaux clientélistes, et notamment de réseaux, entre guillemets, boutefliciens, que l'armée ne pouvait en contrôler. Donc, c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre la volonté de l'armée, et notamment de Gaïd Salah, en mars 2019, de changer de cap et de dire non, non, écoutez, ça suffit maintenant, ils sont trop nombreux, ils veulent en plus se représenter pour un 5e mandat, et du coup, ils soustraient à notre monopole des ressources qui sont quand même censées être monopolisées
par l'armée, et c'est l'armée qui redistribue. Là, il y avait eu l'émergence d'autres pôles d'arbitrage et de redistribution qui faisaient que le pouvoir s'émiettait. En plus de ça, avec les problèmes posés par l'absence et l'incapacité de Bouteflika. Donc, la redistribution de la rente a détruit, en fait, de l'intérieur, la logique du régime. Et ce qui est aussi un point extrêmement important, elle a aussi détruit les institutions de l'État, comme le Parlement, comme les échéances électorales, qui ont en fait achevé, qui se sont vidées de leur sens. Et quand on dépolitise le conflit, comme ça a été fait depuis 92, c'est-à-dire qu'on dit il n'y a pas de conflit, il y a juste comment on appelle ça, un contrat social tacite entre le pouvoir et les Algériens, qui est de dire Maître Hasbonage, ne nous tenez pas pour responsables de ce que nous faisons, et nous vous garantissons la paix, nous vous garantissons un minimum de sécurité et une redistribution ad minima de la rente. Eh bien, ce contrat tacite, en fait, il a perduré, mais il faut à un moment donné qu'il se traduise dans des institutions pour redonner un minimum de légitimité. Donc, c'est ce que je dis, avoir un président qui soit plus ou moins bien élu, ça n'a pas été possible avec Tebboune. Lorsque le président propose un référendum constitutionnel qu'il veut être un référendum populaire qui peut contrebalancer l'investissement populaire de la rue, eh bien, personne n'est là pour répondre, y compris les clientèles du régime. C'est ce que disait aussi Louisa, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit tout le monde est parti, en fait, parmi les clientèles du régime, tout le monde a quitté l'Algérie, notamment dans un contexte de crise du Covid et de crise économique assez féroce, soit les partis, notamment les partis traditionnels. Je veux dire, quand on prend le FLN et le RND au début des années 2000, et quand on prend le FLN, donc le Front de Libération Nationale et Rassemblement National Démocratique, qui sont les deux partis d'administration du régime aujourd'hui, leur capacité de diffuser un discours pro-régime et de stabilité et de contrat social sur la base de la redistribution de la rente est extrêmement affaiblie. Alors, maintenant, ce que veut faire Tebboune et comment... donc ça, c'est vraiment cette idée, et encore une fois, j'essaie d'être didactique pour les étudiants, c'est vraiment cette idée que d'abord, les régimes semi-autoritaires ne sont pas stables. Ils portent en eux les germes de leur propre destruction et ils bloquent aussi dans leur manière d'avoir dépolitisé le conflit, donc un conflit qui, en réalité, je pourrais le faire remonter à 62, mais disons 92, qui dure depuis 92, cette manière d'avoir dépolitisé le conflit, eh bien, elle empêche le régime d'utiliser à nouveau des institutions de l'État qui pourraient débloquer ce conflit. Donc, on organise de nouvelles élections, on crée de nouveaux partis, parce que l'État est en faillite et n'a plus ni le sens, n'a plus ni de sens, ni de capacité d'action et de réforme. Donc ça, c'est pour le régime. Et ce qu'essaye de faire Tebboune, eh bien, c'est pour ça que ça a été un échec et que c'est encore voué à l'échec. C'est effectivement de dire, comme j'ai pu le dire hier sur un média sur lequel j'étais interviewée, c'est de dire, écoutez, c'est vrai qu'on n'a pas été très transparent jusqu'ici, mais là, cette fois-ci, c'est la bonne, revenez, refaites-nous confiance et main dans la main, construisons la nouvelle Algérie. Bon, à côté de ça, le problème, c'est qu'il y a quand même le Hirak qui s'est constitué. Et le Hirak, il a, lui, proposé une alternative à cette absence de règles du conflit. D'abord, c'est la Silmiya, bien sûr. Alors, et il a aussi proposé une alternative à la posture des Algériens qui était finalement de fuir le régime, de ne pas l'affronter directement, dans le sens où, de toute façon, il vaut mieux redescendre sur le politique au niveau local, essayer de s'arranger avec les petits circuits de corruption desquels on peut faire partie, essayer de contacter un cousin docteur pour trouver une place dans un hôpital public, etc. Donc, tous ces petits arrangements individuels, locaux, en fait, étaient beaucoup plus importants et restent de toute façon beaucoup plus importants pour les Algériens que l'idée d'affronter le régime ou de lui demander des comptes. Le Hirak, lui, il a changé ça, en fait. Il a changé l'idée qu'il fallait vivre comme ça de manière parallèle au régime, ni s'ignorer mutuellement. Parce que justement, le régime, dans son utilisation, dans sa monopolisation d'État, eh bien, menait l'Algérie à une faillite économique et politique certaine, dont on voit aujourd'hui les effets. Et donc, il y a eu un répertoire, en fait, où on est passé de l'indifférence au boycott, puis du boycott à la résistance civile,
qui a reconstruit toute une culture politique très importante. Et là, on peut voir en 2 ans à quel point cette culture politique a changé, comme je disais, la question du conflit, la question de l'action collective. Donc, on peut, comme le disait Louisa, en appartenant à différents courants idéologiques, se rassembler ensemble dans la rue sur une même action collective. Alors, je voudrais quand même dire entre parenthèses que l'immense majorité des gens qui manifestent appartiennent ni au courant féministe, ni au courant islamiste, ni au courant berbériste. Enfin, chacun peut avoir des sensibilités, mais on parle véritablement de gens qui rejoignent la rue parce que le Hirak leur donne l'opportunité de politiser une injustice personnelle et de la mettre en commun, plutôt que parce qu'ils se reconnaissent dans une idéologie précise. Alors, ça, c'est pour le côté du Hirak. Maintenant, je peux peut-être, sauf si vous avez une question, Pierre, parler des challenges qui restent aujourd'hui. Oui, pour rester sur le Hirak, Louisa a présenté tout à l'heure ce mouvement de débat, de tentative de structuration, de faire émerger un projet politique. Selon vous, vers quoi ça va? Parce que vu de loin comme ça, quand on regardait notamment en 2019 l'émergence des mouvements, que ce soit en Algérie, au Liban, au Soudan, au Chili, puisqu'il y a eu comme ça, à Hong Kong, il y a eu cette explosion de mouvements sans avant-garde autoproclamée, sans leader reconnu, etc. C'était à la fois la force et la faiblesse de ces mouvements. Et donc, est-ce que c'est comme ça que vous le voyez et comment surmonter cette contradiction-là et 2 ans après, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Oui, merci. Je vois effectivement plusieurs contradictions et là aussi plusieurs manières dont le cas algérien défie en fait les règles de la sociologie des mouvements sociaux. Alors, il y a la question de la rupture, c'est-à-dire que il est important aujourd'hui pour le Hirak. Alors, le temps du changement, notamment du changement social, n'est pas le temps des réponses politiques. On est sur 2 temporalités complètement différentes. Et si on a eu l'impression que rien ne s'était passé pendant un an, enfin depuis l'arrêt des marches en mars 2020, on se trompe beaucoup parce qu'il y a eu vraiment un mûrissement de l'idée, d'abord de la nécessité de suppléer d'autres moyens d'action collective aux manifestations, tout en ne rejetant pas les manifestations. Hein. Ça, je crois que c'était très clair. La majorité des gens algériens, entre guillemets, ordinaires ou militants très impliqués dans les discussions autour du Hirak, étaient particulièrement convaincus de la nécessité de reprendre les marches dès que le contexte le permettrait. Et les événements d'hier en ont donné une belle illustration. Mais la question de la rupture, elle est fondamentale. Alors, dans le Hirak, il y a des gens qui expliquent que, alors, déjà, l'option du changement de l'intérieur est quand même assez caduque. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était encore discuté, notamment avec, à l'été, l'annonce du président Tebboune d'organiser des élections locales et législatives. Au sein du Hirak, on se demandait effectivement si ça pouvait être une opportunité de changer le système de l'intérieur, d'être actif, et aussi un point important, une condition importante du entre guillemets succès du Hirak, c'est sa capacité à porter un discours politique qui ne soit pas uniquement dans la perturbation du quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Algériens sont déjà... La vie est tellement difficile, en fait, la vie quotidienne. Le coût de l'engagement est important, là aussi, c'est une question essentielle dans la sociologie des mouvements sociaux. Le coût de l'engagement, quand discuter dans son quartier de ce qui peut être fait, aller chaque vendredi à une manifestation, c'est des choses que les gens peuvent se permettre. Mais se mettre en rupture, refuser un salaire même extrêmement bas de la fonction publique parce qu'on va te mettre en rupture avec le régime, etc. Ça, c'est des choses, même reconsidérer aussi la politique néopatrimoniale de l'État algérien dans sa subvention des produits de première nécessité et sa redistribution aussi parfois clientéliste de la rente. Ça, c'est des choses, à mon avis, que les Algériens ne sont pas, y compris ceux qui sont impliqués dans le Hirak, ne sont pas du tout prêts à remettre en cause. Donc, vous voyez, il y a des ambiguïtés et il y a des contradictions internes
à la situation particulière des Algériens et cette situation de codépendance vis-à-vis de leur régime, et parce qu'ils monopolisent les ressources de l'État, qui sont à explorer. Donc, il y a la question de la rupture. Et puis, il y a aussi la question de la rupture symbolique, mais aussi de la rupture institutionnelle. Quand je parlais de la monopolisation de l'État par le régime, c'est aussi une question qui se pose pour le Hirak au tout début. Le Hirak 1, bien que le premier Hirak, bien que je n'adoube pas cette distinction, mais c'est la distinction faite par l'armée pour dire que c'était le Hirak en gros jusqu'à juin 2019. Il y avait eu vraiment un bouillonnement au niveau local. Les gens s'étaient organisés en comité dans les villages, dans les quartiers, parce qu'ils avaient bien conscience qu'ils ne pouvaient pas récupérer les institutions pour imposer un changement. Et la question se pose toujours, en fait. Alors, la répression est passée par là. Elle a eu un effet concret sur la possibilité des gens de s'auto-organiser. Elle n'a pas eu d'effet sur l'imposition du Hirak comme le lieu réel du politique et le lieu légitime du politique, mais elle a eu des effets concrets sur le fait que c'était devenu très difficile pour les gens de s'organiser. Et donc voilà, cette question de rupture, elle est importante, et cette question de récupération des institutions aussi, parce que non seulement parce que le régime monopolise l'État, mais aussi parce que, comme je le disais, les institutions de l'État sont extrêmement faibles. Donc il y a des questions qui se posent sur l'avenir, enfin moi c'est la question que je me pose maintenant, sur la capacité de ce couple Hirak, figure présidentielle, parce que l'armée fuit et ne veut pas entrer dans cette négociation bicéphale ou dans ce face-à-face parallèle dont on a déjà parlé. La question maintenant, c'est combien de temps ce face-à-face peut-il perdurer, peut-il se maintenir sur la base. On a perdu Amel. Amel. Je pense notamment à tout, c'est vraiment pour conclure, je pense notamment à à toutes les émeutes qui existent déjà, mais qui vont se multiplier par rapport aux difficultés économiques, par rapport à l'impact post-Covid, par rapport aussi au fait que le lien social et la désorganisation, le lien social est très ténu, mais la désorganisation sociale est de plus en plus importante, justement du fait de l'échec des institutions d'État dont je parlais, la police, la justice. Les Algériens ne peuvent pas avoir recours à la police ou à la justice. La seule chose qui reste un petit peu stable, c'est la famille pour pouvoir organiser leur quotidien et le rationaliser, mais ça reste quand même très, très difficile. Les gens sont affaiblis, il faut bien le dire. Et je pense que le risque, surtout si l'Algérie se dirige vers le FMI d'ici la fin de l'année, je pense que le risque, c'est à force de perdre du temps et de ne pas saisir l'opportunité que représente cette figure présidentielle bon gré, mal gré, mise en avant par les militaires, pour, premièrement, laisser une place au Hirak, pour faire des propositions politiques. Et deuxièmement, ouvrir un processus plus ou moins transparent de supervision des institutions si élection il y a et si la participation politique doit être réinventée, eh bien, si ces deux opportunités-là ne sont pas saisies, là, maintenant, là, parce qu'il est déjà très, très tard, eh bien, je crois qu'effectivement, Tebboune peut se faire dépasser par une espèce de machine militaire qui va gérer le pays, mais alors de manière très, très, très... qui ne laissera plus de place là ni pour la négociation politique, ni pour penser le changement. Et de son côté, le Hirak, s'il ne fait pas ce choix cornélien, j'en conviens, mais absolument important de décider s'il doit s'organiser de manière extra-institutionnelle ou intra-institutionnel en récupérant au niveau local des contacts avec la petite bureaucratie, en construisant des alliances, etc., sur des projets plus micro que l'idée de Shabiuri d'Israt Nidam, le peuple veut la chute du régime. Et bien là aussi, je crois que ça va être difficile pour le Hirak de continuer à cadrer un certain nombre de radicalités, notamment sur la question du logement, sur la question du bien-être économique, etc., etc. Donc voilà, c'est un moment crucial et on est vraiment à un tournant. Alors, Louisa, est-ce que le Hirak a un déficit de dialogue et de communication avec le monde extérieur, et en particulier avec l'Europe? Est-ce qu'il aurait à gagner à se faire connaître, comprendre et peut-être dire un mot de ce think tank dont parlait Isabelle?
Oui, en fait, Amel en parlerait bien mieux que moi parce elle en est l'une des instigatrices. Vas-y, Louisa. Non, vas-y, parle de ton centre de recherche. Non, écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. Alors bon, par rapport au centre de recherche, effectivement, je suis cofondatrice et co-directrice de l'ISRA, qui sera lancée officiellement cette semaine et dont Isabelle et Louisa elles sont membres du conseil scientifique de l'ISRA, qui est l'Institut pour les sciences sociales et la recherche sur l'Algérie et qui ambitionne d'être le premier centre de recherche indépendant qui portera spécifiquement sur l'Algérie, effectivement, de mettre en avant une nouvelle génération de chercheurs algériens et surtout, c'est un centre de recherche trilingue qui a pour but justement de décloisonner un petit peu la production anglophone, francophone et arabophone. Peut-être 2 mots sur les transformations sociales, sur le mouvement islamiste. En fait, l'un des changements principaux du Hirak et qui peut véritablement aussi combler sa difficulté à se ressaisir des institutions pour mettre en marche une transition, c'est d'avoir un discours qui se positionne sur les problèmes quotidiens réels rencontrés par les Algériens. Le Hirak a eu un effet d'accélérateur de politisation très important. Et quand je dis politisation, ça ne veut pas dire que les Algériens étaient dépolitisés, mais c'est au sens de la science politique, c'est-à-dire qu'on se met ensemble, on identifie un problème et on essaye d'apporter une solution. C'est ça la définition scientifique de la politisation. Et le versant de la réflexion commune, des échanges, l'explosion aussi des débats sur les réseaux sociaux est une étape importante et positive, mais elle est quand même, me semble-t-il, enfermée dans les présupposés du pouvoir. Elle est quand même très réactionnelle. C'est-à-dire qu'on va parler des annonces de Tebboune, on va parler justement de telle et telle manœuvre, de tel et tel parti politique, dont on va par ailleurs confier qu'ils ne sont pas représentatifs. Mais sur ce décryptage, par exemple sur les questions syndicales, il y a une mobilisation syndicale, notamment indépendante en Algérie depuis 20 ans. Et ces mouvements syndicaux autonomes étaient aussi une composante importante du Hirak. Ça, c'est des sujets qui ne sont pas objets de débat public. La question justement de l'avenir économique. Alors, on a vu les Algériens se mobiliser très vite et très puissamment pour faire interdire ou pour manifester contre la loi sur les hydrocarbures, parce qu'il y avait la perception que les ressources nationales étaient mises en danger et mises à la disposition justement des partenaires extérieurs de l'Algérie, devant un État faible et un président qui s'en servait comme transaction de légitimité et comme soutien. Mais il n'y a pas eu très concrètement de débat public sur ces questions-là. Aujourd'hui, le Hirak, comment il est perçu par les Algériens? Si je peux répondre peut-être à cette question, qui peut aussi donner... Il y a ces gens qui ont expérimenté les marches, qui ont expérimenté le Hirak, qui ont expérimenté aussi des dynamiques qui en sont conséquentes, comme je disais, une organisation de quartier à la fac, etc., pour les étudiants. Mais il y a aussi une grosse partie des Algériens qui pensent que le Hirak, c'est un élément, parce qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire ici, qui pensent que le Hirak est un élément perturbateur, qui sont très gênés aussi par cette manière dont le Hirak a eu de convoquer l'armée dans le débat politique, qui sont très gênés aussi par l'idée qu'on pourrait avoir, comment je vais poser ça, par l'idée qu'on pourrait avoir une émergence en fait de leadership politique, socio-économique qui soit idéologisé, parce que ça aussi, parce que du coup on ne saura pas à quel patron faire allégeance, hein, si je peux le poser comme ça. Donc le Hirak, c'est encore il est consensuel, c'est le mouvement qui a mobilisé le plus d'Algériens, mais c'est pas un mouvement qui arrive encore à se greffer dans le tissu quotidien des Algériens sur ce qui fait sens pour eux. Et là, je voudrais conclure sur une dernière remarque. Il y a aussi un phénomène générationnel. C'est-à-dire que, bon, le Hirak, les militants du Hirak, c'est des gens qui étaient membres des mouvements sociaux qui ont précédé en Algérie, qui étaient militants politiques ou qui se sont positionnés sur la question du respect des libertés fondamentales depuis très très longtemps, et c'est aussi leurs enfants. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont, par exemple, qui ont beaucoup,
la masse, même si j'aime pas ce mot, s'est beaucoup intéressé à la question de la révision constitutionnelle, à l'époque de l'article 102, etc., parce que c'est sur quoi le débat public a posé. Mais il y a encore une difficulté à comprendre. Il n'y a pas de débat public politique populaire. Voilà, ça n'existe pas à mon sens. Même sur les réseaux sociaux, ce sont quand même des dynamiques de réseau assez restreintes. Et ça, c'est vraiment ce qui manque au Hirak, y compris sur des questions très difficiles comme celle pas de la démilitarisation, mais du type de limite qu'on peut poser aux privilèges de l'armée, sur celle, comme on en a parlé, de la réforme économique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis et oui, je parlais de cette dynamique générationnelle, où on a aussi, moi j'ai vu aussi des phénomènes, c'est pas très intéressant peut-être dans cet espace de parler des choses qui vont moins bien parce que le Hirak a besoin de notre soutien, mais tout de même, il y a aussi quand même une espèce de dédain de classe de cette petite intelligentsia urbaine vis-à-vis de ce qu'ils appellent des Zachi, etc., c'est-à-dire ces jeunes qui pourtant sont le cœur du Hirak. Hier, si Kasbah Babeloued n'était pas arrivé, Belcourt, etc., par la rue Hassiba, il aurait été difficile pour les gens de Didouche d'avoir cette mobilisation populaire. Mais il y a quand même c'est ça aussi qui pose question sur la qualification du mouvement comme un mouvement révolutionnaire, c'est que les rapports de domination entre hommes et femmes, entre les rapports de classe, etc., sont réinterrogés, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il n'y a pas une proposition pour un renforcement de ces rapports de domination. Et ça, je n'invente rien. C'est déjà ce que Fanon soulignait dans Algérie en 1 sur justement la difficulté, ou en tout cas le coche manqué par le FLN dans sa capacité ou sa volonté de remettre en cause les rapports de domination dans la société réelle après la Révolution. Et puis une dernière remarque sur les mouvements islamistes. L'islam, en fait, c'est une ressource politique qui est monopolisée certes par les mouvements islamistes, mais qui est aussi monopolisée et surtout par l'État, en fait. Quand on a eu au tout début la Bedissia Novembria, donc une espèce de mouvement hétéroclite qui a infiltré les manifestations et qui voulait un petit peu rassembler la frange un peu qui met l'accent sur l'islam comme élément normatif de résistance et de soulèvement et de mobilisation. Et ben, en fait, ça s'est soldé par un échec parce que c'était vide et qu'il n'y avait pas de mouvement structuré derrière. Donc, mais il y a encore des imams, dans la majorité des imams en Algérie, continuent de circuler un discours de domestication ou d'islamisation de la domestication politique, en ce sens que, attention, la fitna, il faut faire attention, le Hirak, c'est aussi un élément perturbateur sur le plan religieux. Et puis, il y a aussi, bon, alors, c'est un gros travail que j'ai mené et que je mène pour un autre projet, mais il y a le Hirak a aussi restructuré le mouvement islamiste et salafi dans sa capacité à s'opposer à l'État. Donc bon, j'en parlerai peut-être plus profondément, mais c'est quelque chose le Hirak interroge en tout cas profondément les mouvements islamistes, et même si on a des anciens du FIS, des anciens d'Ergen, donc des camps de concentration du Sud dans les années 90 qui font partie du Hirak et qui étaient là et qui participaient, qui sont d'ailleurs d'un certain âge, parce que les plus jeunes sont quand même sur d'autres dynamiques, mais bon, j'y reviendrai. Eh bien, en fait, ils ne se positionnent pas dans un projet idéologique d'islamisation du Hirak, pas du tout. Ils sont là pour porter cette collectivisation de l'injustice personnelle dont je parlais plus tôt. Donc voilà mes remarques sur tout ce dont on vient de discuter. Merci. Alors, il y a une question qui s'adresse à un sujet qu'a évoqué Amel tout à l'heure. Comment est-ce que le Hirak a restructuré l'opposition islamiste? Amel, vous voulez préciser votre pensée? Oui. Alors bon, il y a en Algérie parce que justement, quand on parle des Algériens et de la classe politique algérienne, il faut aussi être capable de particulariser et de ne pas tomber dans ces généralités. Il y a une classe politique qui est marquée par la polarisation, ça ne fait pas de doute, y compris les enfants de cette classe politique. On voit très bien, j'en parlais tout à l'heure, comment une certaine frange je vais dire de l'intelligentsia du Hirak pour aller très vite,
est très rétive aux questions religieuses. C'est-à-dire qu'ils se pensent comme une minorité résistante face à une dégradation intellectuelle de la société algérienne. C'est vraiment leur posture. Et donc, on a eu des choses assez... enfin, pas très politiques pour le coup, où on se pose la question de... alors, bon, par exemple, pourquoi certaines prisonnières d'opinion ont porté le hijab à leur sortie, etc. Enfin, des choses donc, il y a ce cadrage, indéniablement. Et il y a de l'autre côté, effectivement, une société civile qui a été très marquée par la remise au centre de l'espace public de la question religieuse dans les années 90 et après. Ce qui augure pas forcément d'une pratique religieuse au sens de praxis plus importante. Hein. C'est juste que la religion et le religieux, c'est devenu un élément fondamental des échanges sociaux en Algérie. Ça, c'est la première chose. En diaspora, et alors peut-être que par rapport au Hirak, effectivement, comme c'est quand même un faisceau assez restreint, et là je réponds en même temps peut-être à la question de Adel Ourabah, qui se demande quelle est la responsabilité des figures qui prennent la parole au sein du Hirak. Comme c'est un faisceau très restreint de discussion et de personnalisation des débats, effectivement, on a tendance peut-être maintenant de plus en plus à exacerber l'idée que les laïcs tels qu'ils s'auto-qualifient doivent résister aux islamistes, alors que les islamistes, eux, expliquent que la religion, et c'est un fait, et reste un élément important dans la définition du peuple algérien et que donc ils ont toute leur place, etc. Ben, ça, c'est pour le Hirak, c'est pour le Hirak en tant que tel, et les débats qui ont migré sur les réseaux sociaux, etc. Pour le Hirak en diaspora, que moi, je n'ai pas vraiment connu, j'ai surtout connu le Hirak en Algérie. Effectivement, de facto, Rachad est une force organisée qui est restée aussi sur le logiciel de l'opposition au pouvoir pendant très longtemps et qui, avec le Hirak, en fait, a trouvé une opportunité de pouvoir parler aux Algériens avec, comme le reste, Rachad, mais aussi, je pense à certains mouvements qui se disent berbéristes, se positionnent dans une espèce de compétition pour orienter l'opinion publique des Algériens en diaspora. Moi, je crois qu'au-delà véritablement des effets sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun effet réel et concret sur la diaspora algérienne qui, d'abord, se mobilise plus beaucoup, hein, parce qu'il y a aussi là aussi une question de transmission générationnelle et que enfin, on a vu beaucoup plus de descendants d'Algériens se mobiliser lorsque l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations sur les Champs-Élysées à Marseille que pendant les Hirak, là, ou que les journées qui ont préparé l'anniversaire du 22. Donc, bon, il faut aussi revenir au terrain et à des considérations plus pragmatiques. Maintenant, pour revenir à l'Algérie, le Hirak a véritablement signé la mort des partis islamistes d'administration, donc le Hamas, je pense aussi quelqu'un comme Abdullah Jaballah, etc., parce qu'ils n'ont pas réussi à réactiver, par rapport à leur cooptation et leur volonté de dialoguer avec le Hirak, là aussi dans un groupe extrêmement restreint. C'est un peu l'initiative de Mazafran qui avait précédé d'autres initiatives avant que le Hirak n'arrive. Et eux aussi, pour une raison très concrète, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à réactiver la question de la justice sociale dans l'Algérie de 2021. C'est-à-dire que la justice, cette question qui était très très présente dans un mouvement social comme le FIS, la question de l'égalité, la question de la justice sociale, la question aussi de la solidarité, etc. Et puis de réordination du monde, parce que c'était ça aussi le FIS. C'était, voilà, on est dans un chaos politique, etc. Il faut de l'ordre, il faut qu'on soit tous au pas. Et c'est ça qui a rassuré et qui a amené un certain nombre d'Algériens à voter pour le FIS à l'époque. Mais cette notion de justice sociale n'a absolument pas été réactivée dans le cadre du Hirak, voire pire. Je crois qu'il y a eu aussi une espèce de notabilisation des groupes islamistes, notamment au sortir de la guerre civile, par ce deal tacite conclu avec Bouteflika, qui était que les islamistes
héritier du fils, et notamment se reconvertit dans la salafia ilmiya, donc ce salafisme anti-politique, eh bien, pouvait être actif sur les secteurs informels de l'économie, mais surtout pas en politique. Et là, en fait, je vais reprendre et je conclue là-dessus. Moi, ça me pose une question fondamentale dans mon travail, c'est quitter le conflit veut-il dire quitter le politique? Et ça, c'est la question, parce que c'est ce qui s'est passé en fait avec le fils. Le fils qui a accepté la salafia, etc., ceux qui reconvertent dans la salafia, pardon, qui ont accepté de quitter le conflit institutionnalisé ou violent avec l'État et l'armée, ont dû payer le prix ou ont dû, en échange, accepter de quitter le politique. Et ça, c'est la question qui se pose au Hirak aussi. C'est-à-dire que si le Hirak n'a pas la place, encore une fois, l'espace institutionnel officiel, de faire du politique, est-ce qu'en miroir, il devra rentrer dans un conflit qui sera beaucoup plus axé sur, comme je le disais tout à l'heure, sur le local, sur comment on oriente et on travaille avec la bureaucratie locale. On en a vu les prémices un peu lors du confinement, où en fait, il y avait un véritable phénomène de compétition dans l'information donnée, où finalement, par exemple, le ministère de la Santé, qui avait interdit, y compris aux responsables des hôpitaux, de donner des chiffres sur le Covid, eh bien, on avait à côté des médecins, des infirmiers, des étudiants, etc., qui, eux, essayaient de rassembler des données plus viables et de les diffuser et de les donner au public, notamment sur les réseaux sociaux, sur le Covid. Donc, ça, c'est aussi une question. Jusqu'à quand le Hirak peut-il rester dans cette dynamique parallèle? Et moi, je vois deux possibles sorties de crise. Soit effectivement cette exclusion institutionnelle dont je parle depuis le début, soit, eh bien, même ça va être extrêmement difficile, une autonomisation justement de la structuration institutionnelle. Et ça, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a la question de la personnalisation du Hirak, il y a aussi la question d'un programme politique qui soit pas simplement lié, comme je disais tout à l'heure, réactionnel par rapport aux annonces de Tebboune, mais qui se mettent aussi en lien avec les Algériens. Donc c'est très très compliqué en fait en ce moment pour le Hirak de réorienter la manière dont il va exploiter et faire vivre le conflit qu'il a enclenché en fait avec le régime. Merci. Hasni? J'aimerais revenir à la question de Amna Charayet qui a posé cette question. Et Amna elle est universitaire en Algérie, elle enseigne, je crois qu'à l'université d'Annaba, sur la question d'histoire. Et j'aimerais vous raconter un peu l'histoire qui s'est passée en Égypte pour codifier et écrire. Si on part de l'idée que l'histoire, finalement, la définition opérationnelle de l'histoire, c'est un récit ou des connaissances des événements passés dignes de mémoire. Le Hirak est un moment historique et digne vraiment qu'on s'y attache. En Égypte, beaucoup de chercheurs, quand il y avait la révolution, ont écrit énormément de choses. Il y avait un débat, est-ce qu'il faut écrire maintenant ou il faut d'abord un temps? Il faut un temps lent pour un historien ou pour un politiste ou pour un anthropologue pour parler un petit peu de ce mouvement populaire. Il y a un autre avis qui a été partagé par certains universitaires anti-Moubarak, mais qui avaient des postes importants à l'intérieur. Je connais cette expérience de près parce que je connaissais le directeur Jamal Abdel Jawad. C'est le centre fameux, le centre des études stratégiques d'Al-Ahram, qui ont pris cette initiative d'écrire, de photographier les graffitis, de presque codifier tous les communiqués, d'abord des manifestants, des partis, tous les partis islamistes, y compris les salafistes d'An-Nour, et même les comités de l'institution militaire. Et au bout de 5 mois, ils ont sorti des livres très intéressants. Et dans un livre, d'ailleurs, je vous le montre, un de ces livres, c'est Documents, 100 jours dans la révolution de 25 janvier. Le livre a été publié en août 2011. Et comme vous le savez, la révolution égyptienne, c'est du 25 janvier 2011 au 5 mai 2011. Et des communiqués, des déclarations très importantes. Et ce qui s'est passé après, c'est que le centre, après le putsch de Maréchal Sissi,
Et bien évidemment, tous les éléments qui ont contribué dans cette historicité un petit peu de la révolution égyptienne ont été tous mis à la porte. Et le centre, comme vous le savez, des études stratégiques de l'Ahram est devenu une vitrine du régime. Donc c'est pourquoi parfois, et finalement, ces chercheurs qui ont dit non, 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 on n'attend pas, c'est pas grave, le temps lent ou le temps court, il faut absolument qu'on produise quelque chose. Aujourd'hui, aucun document n'est publiable en Égypte qui parle de la révolution égyptienne, puisqu'elle elle est évacuée dans le récit égyptien au profit donc de l'autre, hein, donc celle du mois de juin qui a amené Sissi au pouvoir. Le temps est très important.